Bonjour, je me présente. Je m'appelle Gilbert Canaveras. Je suis le président du Club francophone pour le management des risques et des assurances, que nous appelons couramment Club Franco-Risque. Le Club Franco-Risque a pour mission de promouvoir et développer le risk management dans l'espace francophone et notamment en Afrique. Alors, je suis très heureux de vous accueillir pour le troisième webinaire que nous organisons depuis le début de la crise sanitaire. Et je précise que pour ce séminaire, nous avons enregistré plus de 90 personnes. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans nos travaux et plus particulièrement pour ce webinaire, nos partenaires Ascoma, le groupe Globus et le groupe HDI. Avant de commencer, je voudrais toutefois dédier cette conférence à un ami très cher que nous venons de perdre. Il s'agit de Joe Willard. Joe Willard a été le président de FERMA, la Fédération européenne des associations de risk management. Et depuis la fin de son mandat de FERMA, il avait rejoint le Club Franco-Risque au comité de direction auquel il participait activement. Du reste, il avait préparé avec nous les premiers travaux de la conférence d'aujourd'hui avant de nous quitter. C'est la perte d'un ami très cher que nous souffrons aujourd'hui, mais c'est également une grande perte pour la communauté des professionnels du risque. Le choix de cette conférence nous a paru évident dans cette période contrastée, pour ne pas dire assez bouleversée, des renouvellements des contrats, dans une période où il y a à la fois la crise sanitaire et le durcissement des marchés qui avait déjà commencé en 2019. Dans ce contexte-là, comment les managers peuvent-ils faire face à ce double défi, à la fois pour pouvoir atténuer une trop grande augmentation des prix et tenir compte des nouvelles conditions que posent parfois certains régulateurs dans certaines zones? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons réuni un panel prestigieux de spécialistes de haute renommée que je vais vous présenter par ordre alphabétique. Alors, pour commencer, Serge Azebazé, qui est directeur général d'Activa Europe, le groupe Activa Assurance, et CEO du réseau Globus. Il est docteur en droit de l'Université de la Sorbonne et diplômé de l'EDEC, Business School de Paris. Il cumule près de 20 ans d'expérience dans le grand courtage en Europe et met son expertise au profit des groupes panafricains d'assurance pour le développement commercial et le déploiement des solutions d'assurance en Afrique. Serge accompagne par ailleurs en tant que consultant des sociétés qui souhaitent investir en Afrique. Il intervient comme formateur au sein d'universités et écoles d'assurance en France et en Afrique. Pour lui, ce webinaire sera l'occasion d'apporter son point de vue général sur l'impact du Covid sur l'économie des assurances en Afrique et de nous éclairer plus particulièrement sur les renouvellements des programmes en cours. Ensuite, nous avons Madame Lydia Bellage, qui est Legal Counsel de Air Logistic Group. Air Logistic est la division logistique du groupe Air Logitech sur le continent africain. Air Logitech est un groupe international qui opère actuellement 40 terminaux portuaires dans plus de 30 pays, répartis essentiellement en Europe, en Asie et en Afrique, notamment à travers des filiales comme Europort, Nectar et Air Logistic. Lydia est titulaire d'un master en droit des affaires internationales et d'un master 2 en droit maritime et transport de l'université d'Aix-en-Provence. Elle est également titulaire du CAPA et avocate, actuellement en omission du barreau de Marseille. Elle est enfin membre de l'association du droit maritime. Elle a une expérience de 12 ans dans le courtage assurance-transport en Afrique et elle est spécialiste des questions OADA, CEMAC et CIMA. Elle est actuellement basée à Lomé et elle est en charge de toutes les problématiques juridiques allant du corporate, contrat, compliance et projet de Air Logistique. Mais elle est également en charge des problématiques d'assurance et des problèmes internationaux et locaux couvrant toutes les activités du groupe, y compris les activités agricoles. Pour ce webinaire, sa casquette de risk manager lui permettra d'exprimer le point de vue opérationnel et les problématiques rencontrées pour le renouvellement des polices face à cette crise sanitaire,
mais également les spécificités africaines avec les nouveaux besoins des acteurs face aux nouveaux enjeux. Nous avons également Laurent Gisardin, qui est directeur Affaires internationales du développement chez Ascoma à Paris. Ascoma opère sur le continent africain depuis 70 ans. Il est présent directement dans 22 pays via des filiales et via des correspondants dans les autres pays, ce qui lui permet de couvrir tout le continent et maintenant le Proche et le Moyen-Orient grâce au rapprochement du groupe avec le groupe Chédid Capital. Il est titulaire d'un diplôme de commerce international et il bénéficie d'une expérience de 20 ans dans le monde du courtage au sein de départements prévention, souscription, commerciale, tous internationaux et particulièrement en Afrique. Laurent accompagne avec son équipe de placement, de services et de coordination à Paris et ses 700 collègues africains, les clients français et internationaux en Afrique, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité et les risques auxquels ils sont confrontés. Il travaille également avec les équipes sur des nouveaux produits qui répondent aux besoins émergents comme la garantie cyber, le risque crédit, les garanties financières, les risques agricoles, les risques de violence politique. La participation de Laurent à ce webinaire permettra de nous éclairer sur les solutions mises en œuvre par le groupe Ascoma, y compris celles relevant de la gestion de la santé. Enfin, nous avons Étienne Devarac, qui est directeur et membre du groupe exécutif de HDI Global SE France. Étienne est titulaire d'un DEA de droit des affaires de l'Université de Paris, 10. Il a passé 10 ans dans le courtage. En rejoignant le groupe GAN, d'abord chez GAN Eurocourtage, puis dans le groupe GAN CIC. Ensuite, il prend le département Risk Management pour les compagnies captives et l'activité Risk Finance du groupe AIG. Et en 2006, il intègre le groupe HDI. Il est actuellement directeur ART, juridique, fiscal, conformité et des indemnisations. Étienne interviendra aujourd'hui dans son rôle de responsable du Desk Afrique à Paris du groupe HDI Global SE pour nous expliquer le point de vue d'un grand assureur et réassureur international dans cette période complexe. Enfin, last but not least, mon très cher ami et secrétaire général du Club Franco-Risque, Marc de Pomereau. Marc a été ces dernières années directeur adjoint des assurances du groupe Engie et vice-président de l'AMRAI. Sans plus attendre, je vais lui passer la parole, car le temps court et nous avons 1 heure pour traiter un sujet complexe. Marc, c'est à toi. Merci Gilbert, bonjour à tous. Je suis heureux d'animer ce webinaire et comme vous le savez, le Club Franco-Risque, c'est essentiellement les risk managers qui sont au cœur de cette activité, de ce club de réflexion. Et donc, il est tout à fait normal et pertinent de passer la parole immédiatement à Lydia Bellage pour lui demander, Lydia, dans ce contexte particulier de la crise sanitaire, quels sont les besoins que vous allez exprimer, que vous exprimez au moment pour aborder le renouvellement de vos polices aujourd'hui? Donc, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de me permettre de m'exprimer à travers ce rendez-vous de ce jour. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et tenter de répondre à votre question avec ma casquette Risk Manager. Donc, effectivement, on est dans un contexte encore plus particulier avec ce durcissement des marchés, notamment sur les grands risques que nous demandons, qu'on nous demande de mettre à place pour des activités, on va dire, généralement, on parlait de risques spéciaux et sur l'ensemble des lignes. Et aujourd'hui, face à ce durcissement du marché, nous, Risk Manager, on est face à, je dirais, 2 problématiques majeures. C'est-à-dire aujourd'hui, mettre en compétition tous les acteurs. Donc, on est de plus en plus dans des problématiques d'appel d'offres, que ce soit des appels d'offres courtiers ou des appels d'offres assureurs. Et aussi, face au panel de programmes d'assurance qui lient toutes nos activités, que ce soit les risques 100% locaux, que ce soit de la santé, que ce soit de la flotte auto,
du dommage avec les entrepôts, les espaces qu'on a, mais aussi l'activité transport classique, on a une obligation de suivre le marché, de suivre le prix du marché. C'est une problématique qu'on a toujours, surtout dans des zones où le prix des risques n'est pas neutre. Donc ça, c'est le premier truc, mettre en compétition et interroger le marché et être en phase avec ce qui se fait. On l'est d'autant plus avec une crise et un marché qui se durcit. Mais également, on cherche à consolider de plus en plus nos risques, que ce soit les risques de transport, que ce soit les risques locaux. On a besoin aujourd'hui d'être accompagné avec des assureurs qui permettent d'avoir une vision africaine. On n'est pas à isoler nos risques pays par pays. Si vous voulez, il y a eu une transition au niveau du risk management, au niveau des assurances. On avait souvent des directeurs d'agences filiales localement qui allaient souscrire avec le minimum local dans chaque pays. Et tant que ça marchait, ça allait, tant qu'il y avait une maîtrise des prix, mais surtout, on se rendait compte que les polices, elles étaient des fois pas adaptées aux réalités de l'entreprise. Et on s'en rendait compte quand il y avait un risque majeur qui n'était pas pris en charge et qui avait un impact sur l'équilibre économique de la filiale. Donc aujourd'hui, on a dans une panel de filiales avec un groupe qui est présent en Afrique dans plus de 14 pays, on cherche la consolidation des risques pour pouvoir avoir du poids et pouvoir faire un levier. Donc ces appels d'offres, d'une part, qui nous permettent d'être là en face du marché pour savoir et obtenir le juste prix. Et deuxième phase, être consolidé dans nos risques pour pouvoir être un organe à part entière et avoir du poids auprès des assureurs et grâce aux courtiers aussi qui nous accompagnent dans cette expertise et dans cette analyse des risques. Ensuite, oui, l'assurance est au cœur de notre métier et les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est quand on est plus vigilant par ce qui se fait dans le marché, ce qui se couvre, on est en phase avec une réalité qui est frappante. C'est qu'aujourd'hui, dans les risques sur nos types d'activités qui sont le transport en l'occurrence, vous avez une multiple casquette. Le transport, ce n'est pas une activité. Dans le transport, vous êtes logisticien, vous êtes consignataire de navire, vous êtes manutentionnaire, vous êtes commissionnaire agréé en douane, vous êtes commissionnaire de transport. Et aujourd'hui, on cherche à assurer aussi bien nos RC, que ce soit la RC contractuelle, professionnelle, exploitation, avec de plus en plus, vous savez, les problématiques de workman's compensation, d'employer's liability, qui sont aujourd'hui des programmes intégrés. Et ça, c'est les standards. Aujourd'hui, les assureurs ont bien cerné ces problèmes et ces problématiques. On a vraiment des contrats qui sont en phase avec nos activités. Le souci se pose sur les nouvelles activités. Les nouvelles activités portuaires, dès qu'on sort des standards classiques de ce qu'on trouve sur le marché, on a des exemples flagrants qu'en fait, du fluvial en Afrique, dans certains pays avec des barges, ben là, il est difficile de mettre en place des programmes, surtout avec le marasme, le durcissement des marchés. Vous avez un peu un marché qui est frileux à accompagner les opérateurs localement. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment aux prémices de ce qui se faisait il y a 20 ans en arrière sur de la RC transport multiple casquette. Mais sur ces nouveaux risques, que ce soit sur du fluvial ou des risques agricoles aussi, on arrive à trouver des polices qui sont belles sur le papier et ensuite, dans l'applicabilité de tous les jours, déjà, on a des distorsions dans la proposition de prix. Vous allez interroger via vos courtiers un assureur, vous allez avoir soit la personne qui va être trop beau, pas cher, et là, vous avez quand même la suspicion, parce que dire, il casse le marché, il est bon prix, la franchise est basse, ça ne me coûte pas cher, le risque derrière, il n'est pas négligeable. Donc, vous allez être diligent en qualité de risk manager, votre courtier aussi va interroger tout le marché. Et là, vous avez 3 offres complètement différentes, avec des prix qui ne collent pas, des franchises qui ne collent pas, et des clauses d'exclusion qui font 3 fois les clauses de prise en charge. Et on s'aperçoit en qualité de risk manager sur ces risques spéciaux, ces nouveaux risques africains, ces nouveaux challenges,
on est au début, c'est-à-dire qu'on est un peu laboratoire, que ce soit sur les risques fluviaux dans certains pays, que ce soit sur les risques agricoles, qu'on a mis en place il y a à peu près 2 ans, oui, 1 an plutôt, 2018-2019, où derrière, est-ce qu'on va être pris en charge correctement? Est-ce qu'on est réellement assuré pour le risque au juste prix? Donc aujourd'hui, avec le durcissement, on est là, nous, risque managers, à arbitrer sur un risque et on doit dire est-ce qu'on assure, on n'assure pas, comment on l'assure, et on expose à nos DG, à notre head management, nos comités de direction en disant voilà, il faut assurer tel risque, c'est tel prix, et des fois on manque d'arguments et d'outils pour pouvoir leur expliquer l'intérêt de choisir tel ou tel partenaire pour assurer, et derrière on va leur expliquer écoutez, c'est des risques embryonnaires, on va couvrir, mais derrière, on verra le jour où on a le sinistre. Donc, j'ai l'impression qu'on a pris de l'avance sur certains risques où il y a des positions confortables, mais on a pris beaucoup de retard. Et aujourd'hui, face à ces crises, parce qu'on parle de la crise qui est l'objet aujourd'hui, la crise sanitaire, donc aujourd'hui en Afrique, on a eu quand même une année assez, impactée par rapport au blocage des frontières. On a eu des problèmes en Côte d'Ivoire par rapport aux événements, aux élections. On a eu des problèmes en Guinée. On a eu les frontières fermées au Mali. Donc, c'est toujours ces risques d'exploitation, on va dire, dans leur panel, ou ces risques de guerre et assimilés derrière. On s'aperçoit aujourd'hui, dès qu'on a un événement, on n'est pas couvert. Donc, là, ça sera au cœur de nos renouvellements, de refaire vraiment un point sur ces risques spéciaux, ces événements spéciaux, et de pouvoir avoir un dialogue sans langue de bois avec nos courtiers, nos assureurs, nos réassureurs derrière. Aujourd'hui, j'ai tel sinistre précis, parce qu'on a des exemples. Cette année a été forte en événements. Je n'ai pas été pris en charge. Qu'est-ce que tu me proposes pour me prendre en charge? Quel sera le coût? Et comment on constitue le dossier aussi. On a des problèmes aussi de constitution par rapport à des pièces. On est encore sur des standards européens où vous avez un assureur sur des risques douaniers dans certains pays. Il va vous dire je veux le IM4, le EX8, un document qui n'existe pas dans le pays, même si maintenant, aujourd'hui, les pays africains se sont bien outillés. Donc voilà, être en phase. Moi, je veux dire, ce qu'on attend aujourd'hui principalement dans nos renouvellements, c'est être en phase avec les opérateurs et le marché. Merci Lydia. Je pense que c'est le vrai témoignage du risk manager basé en Afrique qui doit permettre de lancer maintenant ce débat qu'on va avoir justement avec ces acteurs auxquels vous faites référence, et en particulier dans un premier temps avec le courtier qui est là pour répondre à ces besoins que vous exprimez de s'y retrouver dans cet univers difficile et nouveau. Et donc, je passerai la parole à Laurent Gisardin en lui demandant comment lui, il règle cette question dans cette période particulièrement difficile, d'être en contact avec ses clients en Afrique, lui demander s'il voit aussi le moyen de répondre à cette demande de besoins, alors dont Lydia a parlé en matière agricole, fluviale, mais aussi on en a parlé quand on a préparé ce webinaire de problématiques politiques et de problématiques de santé, hein, puisque c'est vraiment tous ces problèmes que Risk Manager ressent aujourd'hui. Donc, Laurent, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Marc. Merci de me permettre de participer et d'évoquer ce sujet qui est très important qu'a lancé Lydia sur le suivi et la relation. Alors, la période est très particulière. Ceci dit, pour gérer depuis Paris des clients français ou internationaux avec nos collègues africains, on a l'habitude de travailler à distance. Donc, la relation, on la gère avec la maison mère, avec sa filiale sur le continent africain, notre filiale Yascom International qui a ce rôle de suivi et de coordination. Mais surtout, une grande partie de la relation, elle est assurée localement par nos 700 collègues et autant de correspondants qui sont quasiment tous les jours au contact de nos clients pour
les assister sur un nouveau produit, être proche d'eux, être là au moment d'une expertise sinistre en allant sur le site immédiatement, y compris si le site est à 3 heures de route de la capitale. Gérer aussi le quotidien, un paiement de prime, faire signer une police d'assurance, un certificat de transport, un certificat d'assurance, d'être là, y compris le dimanche soir, quand la filiale se rappelle que 3 véhicules partent dans la brousse le lendemain matin, on va au bureau, on sort les certificats. Donc, c'est cette proximité, en fait, qui est une partie de la réponse. Et en tout cas, c'est dans le fonctionnement habituel d'Ascoma et dans l'ADN, qui est un service, on va dire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça répond à une problématique et une attente importante des clients, qui est la proximité, la disponibilité et la réactivité. Pour répondre aux risques émergents, le sujet il se traite pas uniquement localement. La partie locale sera les missions de la police qui va couvrir, on va dire, le premier risque. Le gros du travail, c'est un travail qui est fait avec les équipes techniques dans nos 3 hubs en Afrique et surtout chez Ascoma International avec nos directions techniques à Paris, pour comprendre les besoins, comprendre le risque, faire un dossier de présentation solide et le présenter aux assureurs, aux réassureurs et trouver les meilleures solutions. C'est vrai que certains risques sont très matures, le dommage, la RC, sur le continent africain, le transport bien sûr, mais le vrai challenge et la vraie exposition des entreprises sur le continent africain aussi, ce sont les risques émergents, le cyber, le risque de violence politique, le risque de crédit également. Donc sur lesquels on travaille sur des solutions qui sont globales. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'assureurs et de réassureurs internationaux qui ont, nos attentes sont d'avoir de la technicité en face. On essaye d'en avoir avec nos directions techniques. Donc l'effet miroir chez l'assureur, le réassureur. Une équipe de coordination aussi qui est capable de valider une réponse panafricaine pour nos clients internationaux. Une certaine souplesse aussi dans les discussions, dans ce qu'on veut couvrir et ce qu'on veut racheter quand l'exclusion est rachetable. Voilà, donc c'est toute cette négociation, on va dire, sur mesure pour répondre à l'évolution des clients, tout en gardant en tête le suivi du quotidien. Et dans le quotidien, je ferai un petit focus sur la santé, puisque les risques sont gérés par des hommes et des femmes sur le continent africain. Les assurer, c'est déjà une partie importante du succès en fait, des clients sur le terrain. C'est d'avoir des solutions de santé aussi qui permettent de transférer au marché, d'avoir des réseaux de soins, des systèmes de contrôle aussi avec des cartes biométriques, des médecins. On a 70 médecins sur le continent qui vérifient les prescriptions, qui accompagnent aussi les clients. Et on gère, on va dire, le quotidien. On met aussi en exerce cet aspect innovation, y compris quand il faut répondre à des besoins particuliers. Il y a parlé de risque agricole. Le risque agricole, la solution elle est différente si on parle de riz ou si on parle de culture de manioc ou de coton. Les cycles sont différents, les intrants sont différents, les conditions météo sont différentes. Avec un 54 pays, la solution elle n'est pas toujours duplicable. Donc ce côté innovation, répondre aussi, on a parlé de violence politique, à un marché qui se durcit. Et là, l'effet Covid est très significatif puisque certains réassureurs, notamment londoniens, se sont retirés du marché en craignant des débordements liés à une explosion des cas de Covid, qui heureusement ne sont pas arrivés en Afrique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a des besoins particuliers. Je pense à la garantie, on va dire, de perte d'exploitation sans dommage inclus dans une police violence politique quand on est un groupe hôtelier où on a malheureusement un hôtel impacté par un événement terroriste. Tous les hôtels environs sont impactés, ne subissent pas de dommages, mais ont besoin d'une solution pour couvrir la perte d'exploitation. Un deuxième exemple, ce sera le dernier, c'est quand on est producteur de bananes et qu'on a une impossibilité d'exporter sans avoir de dommages, mais des bananes qui sont stockées dans des entrepôts qui peuvent être coupés du réseau électrique pour des raisons, on va dire, politiques, sans parler d'événements plus graves. C'est une vraie problématique aussi sur lesquelles il existe des solutions qui sont plutôt des solutions internationales. Donc, en résumé, la proximité du terrain, ça c'est encore une fois l'ADN, et on va dire la réflexion globale, internationale, même si, et c'est important, on est aussi
met en avant la compliance et on favorise les acteurs africains parce qu'il nous faut aussi des assureurs et des réassureurs africains, ne serait-ce pour donc garder les primes dans les pays, pour avoir aussi des assureurs qui puissent et des réassureurs qui puissent développer des équipes techniques et avoir une surface financière qui va permettre au final de régler le sinistre, puisque c'est une des attentes, outre le prix, qui a mis en avant Lydia, c'est aussi d'avoir le porteur de risque qui sera là pour payer le sinistre. Merci Laurent. On va avoir les porteurs de risque qui vont intervenir et on ne parle pas de risk management, on ne parle pas en tant que risk manager de prix, de sinistre, de règlement. On parle aussi beaucoup de prévention. Et on a trouvé qu'il était intéressant de faire un petit tour de table entre nous de l'approche de la prévention que les assureurs et nous avons, puisque nous savons qu'aujourd'hui, surtout en particulier dans cette période Covid de crise sanitaire, la prévention, c'est extrêmement important. Alors, j'ai posé la question tout de suite à Étienne Devarax, qui en tant qu'assureur direct ou réassureur, va nous donner son approche de la prévention, et puis ensuite passerai la parole à Serge Azebadé qui va parler de la façon dont les assureurs africains approchent le sujet. Donc, Étienne, quelle est l'importance de la prévention chez vous dans la souscription ? Merci beaucoup pour cette organisation ce matin et merci Gilbert d'avoir cité aussi précisément en fait, Joe Willard, auquel je pense aussi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui sur toutes ces années. Juste sur le thème que Marc vient d'aborder, oui, la prévention pour nous est un élément qui est très important parce qu'elle participe de la logique de long terme. Et je retiens bien ce qu'a dit aussi Lydia, c'est-à-dire de dire que les assureurs doivent essayer d'être en phase précisément avec leurs clients. Et précisément à travers la prévention, c'est un excellent moyen de faire connaissance et de pouvoir progresser ensemble dans le temps. Si je prends une seconde, HDI, c'est une compagnie d'assurance qui intervient en assurance et en réassurance. Et donc, ça veut dire que nous avons été fondés en 1903. Et nous avons été fondés par des entreprises. Et nos propriétaires sont toujours des entreprises, ce qui en fait un modèle assez original, puisque nous sommes toutes branches et nous ressemblons un peu à Factory Mutual de ce point de vue-là, mais Factory Mutual ne fait que du dommage. Nous travaillons précisément dans toutes les branches. Donc, pour rester sur le point que vient d'évoquer Marc, oui, la prévention, c'est quelque chose qui est déterminant. Ça permet d'avoir des plans normalement aussi qui permettent de travailler avec un client et d'améliorer dans le temps et de s'inscrire dans une perspective qui est durable. Et c'est vrai dans des quantités de domaines. Précédemment, Laurent a fait allusion tout à l'heure, par exemple, aux assurances de personnes. La prévention, c'est tout domaine confondu, si je puis dire. Et nous, qui sommes toutes branches, on essaye bien de l'installer dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on l'installe ? On l'installe effectivement à travers l'idée de travailler avec les risk managers et avec les courtiers pour avoir la meilleure appréhension et faire que précisément nous allons pouvoir aller sur le terrain. Pour donner un exemple sur le dommage, ça veut dire que nous avons dans le groupe à peu près 250 ingénieurs. Et sur les 250 ingénieurs, le but, c'est précisément de les faire visiter les risques. Et ça se fait effectivement pour la partie qui est la partie HDI, sachant que par exemple en réassurance où Hanover est très présent, puisque nous sommes dans le même groupe qu'Hanover est, Hanover a une présence très ancienne dans beaucoup de marchés francophones et maintenant précisément avec une présence affirmée dans la zone CIMA. Si je prends le dommage à titre d'exemple, comment est-ce que ça se passe ? Par exemple, ça veut dire que le but, c'est bien de discuter quelles vont être les franchises, quelle est la situation qu'on peut avoir en fameux grading d'un risque à un moment donné, voir avec l'entreprise comment il peut y avoir un plan qui dans le temps va se développer. Ça permet d'avoir des indices de progression et de travailler précisément sur les rétentions et sur le prix. Et on le fait précisément à travers les visites des ingénieurs. Comment est-ce que les ingénieurs travaillent pour être rapides ? Pour nous, ils travaillent largement avec les conseils locaux et avec les ingénieurs locaux des compagnies d'assurance quand nous travaillons en tant que HDI, apportant de la capacité à des assureurs africains. Parce que c'est notre but aussi, c'est notre modèle à nous que de travailler avec les partenaires locaux. Et concrètement, ça veut dire que dans des visites de dommages, par exemple, on va se préoccuper beaucoup de l'humain pour voir sur des sites comment les choses se passent dans les capacités qui sont les capacités à gérer un événement grave. On travaille beaucoup aussi sur les questions de prévention ayant trait, par exemple, à l'organisation des lieux. Est-ce qu'on a une bonne ergonomie des machines ? Est-ce qu'on a des salles qui sont bien construites ? Est-ce qu'on a des usines dans lesquelles il y a des murs par feu ? Est-ce que les matériaux sont des matériaux de telle ou telle nature ? Et ça permet en final d'arriver effectivement à des standards de qualification par rapport à cela. Et puis on va travailler en fait en dernière hypothèse aussi par rapport aux logiques qui sont les logiques à proprement dites, simplement classiquement d'exercice, permettant de voir comment les choses se passent en bonne entente avec les parties. Donc pour jeter juste quelques balises, oui, la prévention est au cœur. Oui, la prévention pour nous, c'est dans une logique qui est une logique où, en tant que travailler avec les joueurs locaux, on a vocation à l'apporter. Alors comment est-ce qu'on le fait ? Pour finir là-dessus et laisser les autres réagir, nous, notre rôle à Paris, c'est soit d'accompagner des grands comptes qui sont des grands comptes
français ou européens dans les pays africains. Et là, c'est plutôt de la prévention qui est discutée en global avec les homologues européens de Lydia quand il s'agit d'un compte français. Par exemple, nous parlons en France et on voit comment décliner intelligemment le mieux possible dans chacun des marchés avec tous les joueurs locaux. Soit il s'agit d'entreprises qui sont des entreprises africaines, comme c'est le cas pour Lydia, et nous allons le voir à travers des assureurs locaux, la réassurance éventuellement locale, et comment est-ce qu'on peut contribuer à faire quelque chose qui va faire que l'ensemble va progresser et permettre d'avoir des garanties plus adaptées. Et j'ai retenu votre expression aussi, être en phase avec vous. Voilà les quelques mots que je dirais à ce stade. Merci Étienne. C'est très important, je veux dire, on ne cesse de... Et comme on est sur cette réalité du terrain africain, Serge Azévadé qui est sur le terrain, comment est-ce que ça se passe? Quels problèmes vous avez rencontrés? Comment, prévention sinistre, vous avez su régler les problèmes, répondre aux besoins de vos clients? Donc, je vous passe la parole, Serge. Merci. Bonjour à tous. Merci déjà au Club Franco-Risque de l'opportunité de pouvoir parler au nom de toute la globalité de la communauté des assureurs africains. Moi, je représente le réseau Globus, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai envie de dire de manière très directe que les compagnies d'assurance en Afrique, dans leur globalité, sont parfaitement, j'ai envie de dire, donc outillées pour pouvoir répondre à la fois aux questions d'identification et de prévention en matière de risque. Si je prends l'exemple d'une compagnie comme Activa au niveau du Cameroun, on a un retour d'expérience de ce qu'on a pu vivre durant le temps de la pandémie, parce qu'au plus fort de la crise, les frontières maritimes étaient fermées. On a un client important qui exporte du coton et qui s'est donc retrouvé avec un stock de coton beaucoup plus accru. Et également donc, avec l'implication du transitaire, un logisticien également très important sur le continent. Et donc, les frontières étant fermées, il a fallu donc trouver des conditions idéales pour sécuriser le stockage. Et les espaces de stockage n'étaient pas suffisamment, n'étaient pas suffisants pour pouvoir contenir tout le stock qui était donc accumulé. Donc, il a fallu pour cela créer de nouveaux espaces de stockage. Et tout cela, il a fallu donc pour mettre tout cela en place, organiser, sécuriser. Qu'est-ce qui a été fait au niveau d'Activa Cameroun? Bien, avec le support des ingénieurs prévention que nous avons au niveau d'Activa, on a accompagné ces clients-là, à la fois l'industriel et également le logisticien, pour sécuriser les espaces de stockage et aussi donc avec l'implication de réassureurs, parce que nous travaillons très souvent dans les programmes globaux, on a toujours l'implication d'un réassureur avec qui on a réfléchi à ces solutions-là à l'amont. Et puis donc, voilà, il n'y a pas eu d'incendie parce que, vous savez, le coton, ça va très très vite. Hein. Je reprends l'exemple que Laurent a donné tout à l'heure. Et donc, tout a été fait dans les règles de l'art. Et il n'y a pas eu de sinistre et c'était un véritable exploit. Donc, ça a été fortement apprécié à la fois par le client industriel, par le client logisticien et également donc, par les réassureurs. Donc, c'est pour dire simplement en un mot que les assureurs africains, peut-être pas tous, mais de plus en plus, s'équipent à la fois en interne pour avoir des départements véritablement constitués des ingénieurs qui sont des personnes suffisamment bien formées et qui sont des experts dans leur domaine pour accompagner les clients au-delà de la simple souscription des risques, d'analyse des risques, mais il faut également accompagner à la fois en matière de prévention et aussi quand survient un sinistre. Mais le tout, c'est en concertation avec à la fois et le courtier et nos réassureurs. On est totalement dans cette logique-là. Le réseau Globus, donc dans tous les 49 pays où on est présent, c'est comme cela que tous nos clients sont accompagnés. J'ai pu simplement citer l'exemple du Cameroun parce que c'était un exemple que je connais bien et je suis persuadé que beaucoup d'autres compagnies d'assurance en Afrique ont un système équivalent, si ce n'est beaucoup plus performant. Donc, les compagnies d'assurance en Afrique sont effectivement donc, équipées, sont dans cette logique-là de considérer aujourd'hui que la prévention, on ne peut pas faire sans la prévention. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire rapidement sur cet aspect-là. Donc il faut, et puis dire, on n'a pas attendu que les choses se passent, hein, on n'a pas attendu que on a travaillé dans l'anticipation.
tout cela a été anticipé parce que fermeture de ports, fermeture des frontières maritimes, personne ne l'avait anticipé. Et ça, c'est arrivé de manière subite. Il a donc fallu penser rapidement, mettre une équipe, constituer une équipe ensemble et en concertation avec l'ensemble des acteurs sur place. Donc, si on continue de travailler comme cela, je pense que les problématiques que Lydia a soulevées tout à l'heure vont pouvoir de plus en plus trouver des solutions. Il faut un peu patienter parce que Lydia elle a fait, moi j'ai la fibre maritime, hein, donc on se reconnaît de ce point de vue-là quand elle évoque des sujets qui sont des risques nouveaux quand elle parle notamment en matière fluviale. Il faut déjà, Lydia, passer par beaucoup d'éducation, j'ai envie de dire. Je rebondis sur ce qu'elle a dit tout à l'heure pour dire qu'il faut aussi beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup d'éducation, il faut donc des séminaires comme ceci. Encore une fois, merci au Club Francorisque de l'organiser, parce que c'est à partir de là qu'on peut sensibiliser sur ces risques-là. Donc, si les gens ne connaissent pas les risques, il faut de l'éducation pour pouvoir y arriver. Le fluvial, déjà en France, c'est quelque chose qui est suffisamment pointu, c'est un peu un domaine d'initié. Et a fortiori du côté de l'Afrique. Donc, il y a cet aspect de pédagogie sur lequel il faut également insister. Voilà. C'est très, très important ce point-là. Merci. Vas-y. Oui, Marc, excuse-moi, je voudrais intervenir quand même là, à ce niveau-là, parce que j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Messieurs, j'ai bien compris que vous étiez tous des experts. Je sais très bien que vous êtes des experts en matière d'assurance, que vous accompagnez vos clients, que vous êtes au plus près de vos clients, que vous attachez beaucoup d'attention à la question de la prévention. Et la prévention, forcément, je dirais presque que c'est l'ADN du risk manager. Mais quelque part, à vous écouter tous, je trouve que vous n'avez pas répondu à la question de Lydia, qui dit, moi, comment je peux être rassuré, si je puis dire, en allant voir mon directeur général en lui disant, ma police, elle couvre bien contre ces risques, parce que finalement, on est couvert, mais quand on regarde les petits codicilles, il y a plein d'exclusions et on se retrouve sans couverture. Alors finalement, messieurs, qu'est-ce que vous faites pour rassurer le risk manager, comme l'a exprimé Lydia, pour lui dire, ben voilà, bien sûr, tu as fait tout le travail qu'il fallait en matière de prévention, et ça, c'est quelque chose qui est positif pour la couverture de tes risques, mais le marché, il est ce qu'il est, et il y a des fois, je ne peux pas te couvrir. Est-ce que vous êtes capable de le dire, ou est-ce que vous dites, je vais faire tout mon possible pour que vous soyez couvert? Est-ce que Lydia, je me fais l'avocat de ce que vous avez dit? Je vous remercie infiniment pour cette intervention très pertinente. C'est-à-dire, on va évoquer le marché, puisque c'est quand même l'objet de ce webinaire. Donc, deuxième partie maintenant, on va évoquer ce marché, comment le marché se situe et comment. Bon. Mais je ne coupe pas pour autant la parole. J'aimerais bien maintenant que chacun intervienne. Alors, vous pouvez répondre immédiatement, rapidement sur ce point pour qu'ensuite on passe sur cette deuxième phase qui est le marché. Comment est-ce qu'on voit le marché aujourd'hui dans cette zone de l'Afrique? Mais si vous voulez répondre chacun un petit peu rapidement sur ce point lancé par Gilbert, ça serait bien. Qui veut prendre la parole? Sachant que… Oui. Moi, je veux bien intervenir pour répondre à Lydia qui aime bien les réponses, on va dire, directes et argumentées. En fait, la solution, elle est en partie, en effet, chez le courtier. Alors, j'ai déjà évoqué la proximité qui permet de comprendre les risques, de comprendre les activités, y compris les nouveaux métiers d'un groupe comme Air Logistique. On n'est pas simplement sur du transport. Quand on est sur du fluvial, c'est un petit peu différent. Donc, c'est comprendre le risque avec nos directeurs techniques et commerciaux, le comprendre, l'intégrer, le présenter au marché, trouver des solutions, présenter la solution qui inclut d'expliquer clairement ce qui est couvert et ce qui est exclu, de racheter ce qui peut l'être, mais aussi d'intégrer des garanties qui sont l'expérience de la gestion des sinistres. Donc, je passe un petit peu, j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est important de le préciser. Quand on est par exemple sur des transports de matériel très sensible, je pense à une turbine qui va alimenter une centrale thermique au gaz et qui vient soit d'Allemagne, soit de Chine, il faut avoir intégré la perte d'exploitation anticipée pendant le transport, mais aussi pendant la construction, puisque le délai de refabrication de ces très gros équipements, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, c'est aussi l'expérience
de la gestion des sinistres qui permet d'adapter les contrats d'assurance à la réalité des risques des clients. Et c'est vraiment du sur-mesure parce qu'on gère différemment une plateforme pétrolière au Gabon, un risque d'inondation sur une concession automobile au Ghana ou un sinistre automobile d'une ONG en Centrafrique. Donc, c'est vraiment du sur-mesure et c'est notre rôle de faire évoluer aussi les contrats. Par exemple, dernier exemple sur la violence politique, les dommages causés par l'armée, les forces armées des pays sont maintenant incluses dans les solutions d'assurance de violence politique au sens large. Donc, c'est encore une fois l'expérience du courtier multi-pays et multi-secteurs d'activité qui permet d'avoir cette expérience qui permet d'adapter les contrats. Merci Laurent. Je crois qu'il faut qu'on avance parce que le temps court et puis le sujet, c'est quand même celui des marchés. Quel est l'état aujourd'hui, hein? On parle beaucoup, en Europe en particulier, d'un durcissement des primes, éventuellement réduction des garanties. C'est des choix que les entreprises pourront faire. Mais je pense qu'à ce stade maintenant de notre webinaire, il est important d'aller sur ce sujet. Donc, je commencerai à poser la question à Étienne de Varax, qui va nous permettre d'avoir une vision un peu large du marché, aussi bien en dehors de la zone de l'Afrique que sur la zone d'Afrique. Et donc, Étienne, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les renouvellements de ces marchés? Et on va, à partir de là, pouvoir répondre de façon un peu plus concrète aux questions qui se posent. Oui. Je crois que je ne surprendrai personne, merci Marc, en disant que c'est une saison particulièrement difficile. Et c'est une saison particulièrement difficile, je pense, pour tous les joueurs, parce que ça veut dire qu'on a une combinaison de deux choses, c'est-à-dire, effectivement, historiquement, des compagnies d'assurance ou de réassurance spécialisées dans les risques d'entreprise qui ont des résultats qui étaient des résultats déjà négatifs très largement. Et évidemment, on a maintenant aussi donc cet impact de la crise coronavirus qui vient encore durcir la chose. Et puis on a une économie qui elle-même souffre en arrière-plan et qui fait que beaucoup d'entreprises sont effectivement elles-mêmes dans des positions qui sont des positions compliquées par rapport à l'impact de cette crise. Juste pour donner quelques chiffres très rapides, quand on regarde aujourd'hui l'impact tel qu'il peut être en matière de crise coronavirus dans un groupe comme celui dans lequel je suis, si nous prenons la compagnie HDI, dont je dis qu'elle était en fait une compagnie qui fait à peu près maintenant 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires uniquement en risque d'entreprise, eh bien en fait aujourd'hui le coronavirus pour nous c'est 5 points de ratio combiné à peu près. Donc ça veut dire que notre ratio combiné auparavant était dans la zone de 95%, ce qui était une zone qui est correcte pour nous par rapport à la rémunération de nos actionnaires, par rapport à ce que nous pouvons faire et par rapport à nos sociétaires, puisque j'ai dit que nous sommes propriétés d'entreprises, nous sommes aussi cotés en bourse pour une partie, et donc ça veut dire que en fait à 5% de plus, nous sommes dans la zone à peu près des 101 à peu près aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à 101, nous sommes dans une position qui est une position où nous avons une ardente obligation de redresser pour pouvoir répondre toujours de ce que sont les obligations que nous prenons. Si on prend une compagnie qui est dans notre groupe, qui est une filiale de celle à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Global Specialty, qui traite plutôt de risques politiques, de risques qui sont des risques de spécialité, pour le dire comme on le dit à Londres, là, en fait, c'est quelque chose qui pèse une dizaine de points. Et donc le côté coronavirus. Donc ça veut dire que là aussi, elle est dans une zone environ de 101, 102 à peu près. Donc elle est aussi en situation, pour l'instant, sur les 9 premiers mois, qui est une situation de perte. Si vous prenez Hannover Re, qui est le 3e réassureur mondial et qui est dans le groupe dans lequel je suis, qui pèse à peu près 24 milliards, sachant que la partie Global Specialty dont j'ai parlé fait environ 2 milliards aujourd'hui, Hannover Re, c'est 24 milliards à peu près de primes. C'est le 3e réassureur mondial. Ça veut dire que le coronavirus lui coûte à peu près 800 millions d'euros pour l'instant, sur les 9 premiers mois de l'année. Et donc, ça veut dire qu'Hannover Re perd de l'argent aussi sur les 9 premiers mois de l'année, ce qui est exceptionnel, puisqu'Hannover Re est une maison qui n'a pas perdu d'argent, je crois, sur 9 premiers mois depuis très longtemps. Les comptes seront probablement redressés sur l'année, mais ça vous donne une idée de la toile de fond. Et quand on regarde à peu près l'essentiel des joueurs, ils sont dans une situation plus dure que celle que j'ai évoquée dans notre groupe, puisqu'on est plutôt sur des ratios souvent de l'ordre de 105 à 110, 115% pour situer ce qu'ils sont chez de grands Allemands. Donc, pour essayer d'être court là-dessus, oui, l'impact est significatif, et donc ça veut dire que les joueurs internationaux qui ont une interface évidemment importante avec l'Afrique sont dans ce type de situation. Et après, je crois que l'élément qui est l'élément, en fait, encore une fois, d'aménagement, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est comment effectivement faire face et comment adapter, et c'est là où la personnalisation du rapport avec l'entreprise joue un rôle qui est un rôle déterminant, y compris dans les conditions, parce que je dirais que, pour être dans le sens que disait Marc, pour essayer d'être court aussi là-dessus, il y a beaucoup d'aménagements qui se font dans le temps, mais ça suppose une bonne connaissance. Je vais donner juste un exemple que je trouve intéressant. Évidemment, nous sommes un très gros assureur de dommages, par exemple. À Paris seulement, nous faisons à peu près 250 millions d'euros de primes associées à des programmes dommages. Le but, c'est de plus en plus
d'associer à ces programmes de marge des programmes de risque politique au sens confiscation, au sens d'une façon générale difficulté par rapport à l'actif. Autrement dit, c'est de dire au bilan, je protège de façon classique par rapport à des événements de type police-incendie, mais je couvre le même actif aussi précisément par rapport à des événements qui sont de nature de type risque politique. Je crois beaucoup que les deux devront s'emboîter effectivement de plus en plus à l'avenir. C'est effectivement quelque chose qu'on doit progresser, qu'on doit mettre ensemble de plus en plus ensemble. Voilà, juste pour donner une illustration. Ouais. C'est intéressant ça. Et Étienne, en deux mots, sur la zone Afrique que vous connaissez, on parle de l'Afrique francophone, donc Maghreb, je passerai la parole ensuite à Serge qui connaît bien la région, mais en deux mots, l'approche que vous avez, vous, Oui. HDI, sur... j'ai compris que vous distinguiez un peu de Oui. parties. Voilà, l'image pour être très court et ouvrir le dialogue avec chacun et avec Serge aussi, avec lequel on travaille beaucoup, c'est l'idée de dire que pour moi, c'est là aussi où il faut essayer d'être africain en Afrique et essayer de comprendre effectivement chacune des zones et chacun des pays pour ce qu'il est. Je vais prendre juste deux exemples très rapides. Le Maroc aujourd'hui, par exemple, ne nous pose pas de questions fondamentales très compliquées liées au coronavirus. Pourtant, le Maroc souffre, mais je n'ai pas vu d'éléments qui changent effectivement le marché. Nous sommes un apporteur de capacité de réassurance important pour des comptes marocains. Nous intervenons sur la prévention, etc. Le schéma, fondamentalement, ne sera pas vraiment changé, je pense, pour l'année prochaine. C'est en cours encore de discussion pour certains, mais cela continue. La zone CIMA, ça tendra une perche à Serge en particulier, est une zone qui aujourd'hui pose plus de questions parce qu'on y voit moins une évolution de réglementation qu'un impact éventuellement de la crise dans certaines zones, en particulier sous-zones de la zone CIMA, avec notamment des aspects qui sont des aspects de politique bancaire qui peuvent effectivement rendre les choses beaucoup plus compliquées pour savoir comment faire au 1er janvier prochain. Avant de passer la parole à Serge, je dirais qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées par les participants, que l'on remercie d'être assez nombreux, puisque je vois qu'on est presque 70 en ce moment. On va reprendre des questions à la fin, mais on reprendra vos questions à la fin du séminaire. Mais je voudrais quand même qu'on tourne cette question. Donc, Serge, est-ce que dans c'est la réglementation qui rend les choses encore plus difficiles? Comment est-ce que vous voyez les choses? On comprend que c'est une zone qui est un peu complexe. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet des renouvellements dans la zone CIMA? Ok. Concernant les renouvellements dans la zone CIMA, j'ai envie de dire une chose, mais très simplement. L'évolution de la réglementation, il faut la voir dans deux sens. Hein. Il y a la réglementation du métier de l'assurance, notamment en ce qui concerne les exigences de capitaux minimum, qui va changer totalement la donne. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'évolution du côté de la réglementation bancaire. La réglementation bancaire, surtout dans la zone XAF, c'est-à-dire la zone de l'Afrique centrale, qui est différente de la zone XOF, l'Afrique de l'Ouest. Cette réglementation, on observe un durcissement en termes d'exigence des autorités bancaires. La Banque centrale, exigence en termes de documents qui complexifient en fait les transferts des primes de réassurance. Est-ce que c'est l'effet de la crise? Certains pensent que c'est l'effet de la crise parce que justement donc, les économies d'exportation, les volumes d'exportation ayant baissé, cela peut avoir une incidence en ce qui concerne les devises. Ça, c'est un point de vue. Mais moi, je pense personnellement que le but de tout cela, ce n'est pas tant concernant les assurances, parce que c'est tous les secteurs d'activité qui sont influencés par la même évolution de la réglementation ou de durcissement en fait des exigences des autorités de la Banque centrale. Mais l'évolution de la réglementation en elle-même, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose puisque on va arriver à une concentration du marché. Je vous signale que d'ici la fin de l'année, les autorités de la CIMA vont statuer en ce qui concerne donc les compagnies qui n'ont pas encore atteint le niveau du capital qui était exigé. Et il est fort probable qu'on puisse avoir quelques retraits d'agréments sur le marché, ou alors peut-être il y aura un délai supplémentaire qui va être accordé à certaines compagnies. Mais je pense que les années qui arrivent, on va avoir une concentration d'acteurs. Et qui dit concentration d'acteurs dit professionnalisation donc, du marché, qui pourrait répondre plus exactement à la question que Lydia posait, parce que quand on va arriver à une professionnalisation du marché, on n'aurait plus cette distorsion de prix auquel Lydia faisait allusion tout à l'heure, parce que les prix seront
conforme à l'analyse des risques. On ne pourra pas donner un prix juste de manière forfaitaire comme cela. Ce sera après une analyse de risque, ce sera au juste prix. Donc, l'IDIA, c'est une manière de répondre à votre question dans un premier temps. Et après, et j'insisterai là-dessus, c'est que l'évolution de la réglementation, puisque aujourd'hui, on demande aux compagnies d'assurance en Afrique d'augmenter leurs capitaux. Mais c'est tout à fait aussi logique. On observe qu'il y a, en ce qui concerne les rétentions, les taux de rétention ou les taux de cession à l'étranger, plus exactement, sont en forte diminution. Les autorités contrôlent de plus en plus là parce que le but également, c'est que ce soit l'épargne, les investissements restent dans les économies locales. C'est tout à fait logique. Mais est-ce qu'en cela, on va voir, est-ce que ça va pour autant impacter les renouvellements des affaires internationales? Je dirais non, parce que il faut le prendre dans cette logique-là. Et on arrive toujours à trouver des solutions. Il y a toujours des solutions auxquelles on arrive, même si ça prend un peu de temps, mais ça demande une anticipation. Ça demande beaucoup d'anticipation, ça demande beaucoup de perspicacité, ça demande beaucoup de patience. Et nous demandons toujours à nos partenaires internationaux, aux partenaires réassureurs, de faire preuve de bonne compréhension. Parce qu'on est en train de se muscler, on est en train de se former, les marchés africains sont en train surtout dans la zone CIMAC, de se professionnaliser. Et je pense que d'ici 2 à 3 ans, on va arriver à une situation où même les partenaires internationaux seront ravis de continuer de travailler avec les assureurs locaux, même si on va arriver à cette situation où on aura plus de rétention des primes que le marché local. C'est quelque chose, c'est jouable, c'est équitable, j'ai envie de dire. Donc, merci Serge. Merci Serge. Le temps avance. Alors, en fait, j'ai envie de poser cette question iconoclaste, en fait, qui chatouille moi en tant que risk manager de programmes internationaux. On a vu le point soulevé par Lydia de ces besoins panafricains de couverture un peu globale, etc. J'ai envie de reposer la question à la fois à Laurent et à Lydia, sa réaction. Est-ce que tout ça ne va pas amener dans la zone CIMA à une espèce de sortie des programmes internationaux et à mettre en place des programmes panafricains dans la zone CIMA? Est-ce que moi, parlant en tant qu'ancien risk manager de programmes internationaux, on ne va pas voir justement une africanisation d'un certain nombre de programmes et sortir des programmes internationaux? Ça va peut-être faire monter les prix pour certains aussi, parce que bon, on mutualisera peut-être moins. Donc je ne sais pas, Laurent, Lydia, quelle est votre réaction par rapport à ça? Laurent peut-être, et puis on donnera la parole à Lydia pour terminer son avis de risk manager. Rapidement, parce que j'ai envie d'entendre l'avis aussi de Lydia. Oui, mais c'est pas que ça va arriver, c'est déjà le cas pour des renouvellements au 1er janvier. On assiste à des sorties de programmes et des besoins d'assurer localement. Et ça répond aussi à la question, est-ce que les assureurs sont en mesure de répondre? Heureusement qu'il y a des assureurs, certains le seront, auront la technicité, auront aussi la sécurité financière, parce que nous, en tant que courtier, on est aussi le garant de la qualité et de la sécurité du placement. Donc, d'avoir un assureur ou un assureur qui a les reins solides, qui comprend le risque. On couvre différemment un risque minier au Katanga qu'une flotte de pêche en Mauritanie. Donc, il faut de la technicité, il faut de la capacité. Il faut aussi un assureur panafricain, puisque c'est ça qui donne du poids. Et il faut aussi un assureur qui comprennent, parce qu'on va se courtier avant tout, les exigences du client, c'est de faire le prix qui correspond à la réalité, comme le dit Serge. Mais ça passe par la compréhension du risque. Et ça passe aussi par la pression sur les prix. Donc, on est habitué à acheter des baisses de prix. Le marché mondial est en train de changer. En Afrique, fort heureusement, on arrive encore à avoir des baisses, y compris des baisses en cours d'année. Alors, c'est un peu exceptionnel. Des baisses que j'appellerais Covid, qui ont été allouées par les assureurs à des clients, mais des clients qui sont considérés par des très bons risques. C'est-à-dire qu'il y a une politique de prévention très développée. Par exemple, des groupes hôteliers qui ont fait le choix financier de conserver des hôtels fermés par la force des choses, mais occupés par des salariés. Ça a un coût. On sait que les assureurs et les assureurs n'aiment pas les sites industriels ou commerciaux ou les hôtels vides. Ça a été le cas. Mais le client a fait le choix de la prévention, d'investir pour ça, ce qui a permis d'obtenir des baisses Covid. Alors, je ne le promets pas pour tous les clients, mais c'est encore lié au choix que fait l'entreprise, pas simplement de transférer ces risques. On a encore beaucoup de programmes où on a des franchises très basses,
c'est une culture un peu africaine qui est en train de changer. Donc, il y a ce transfert au client et la contrepartie de ce transfert, c'est l'amélioration par le client de ces opérations par la protection et par la prévention. Lydia, est-ce que vous allez trouver des réponses? Est-ce que ce moment passé va vous rassurer d'une certaine façon? Mais en fait, bien compris, c'est que vous vouliez aller voir votre patron, le directeur général ou le directeur financier en lui disant « Oui, j'achète mieux, j'achète… mais est-ce que ça ne s'est pas acheté un peu plus cher? Comment est-ce que vous voyez les choses il y a deux échelles pour moi de valeur. Il y a une situation à l'instant T. Il ne faut pas, excusez-moi, je parle souvent sans langue de bois, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a des arbitrages. Aujourd'hui, cette crise, elle est là. Cette crise a un impact immédiat et aussi à long terme. On ne sait pas aujourd'hui comment sera l'année 2021. Comme je vous disais, nous, on est en plein dans le multimodal et quand vous avez des frontières terrestres qui sont fermées et des restrictions au niveau des ports et donc il y a un impact réel sur l'économie et surtout, donc l'investissement, si c'est ça la question que vous me posez, est-ce que la société est prête à investir? Aujourd'hui, la société va arbitrer. Elle va regarder de près ce qu'elle a et à travers les appels d'offres qu'on a lancés, à travers ce que nous promettent aujourd'hui, on a la représentation des assureurs locaux, du courtier et des réassureurs. On a la chance d'avoir une belle représentation de ces partenaires, puisque c'est des partenaires. Aujourd'hui, on va regarder à la loupe ce qu'on a et ce qu'on peut améliorer et justement ces petites clauses d'exclusion par rapport à ce qu'on a vécu cette année, on va en tenir compte dans nos renouvellements. Après, à long terme, bien sûr, c'est un investissement que la société va faire. Aujourd'hui, il y a trois couches d'investissement dans la prévention. Il y a l'investissement que les assureurs et les réassureurs, si on les écoute aujourd'hui, ils sont outillés, ils ont des techniciens. Je peux le dire que ça a un prix. On a mis en place, j'étais en charge de zones de stockage sur plusieurs ports, même des ports européens, où on avait des visites de risque d'assureurs spécialisés avec leurs branches. Je ne citerai pas leur nom, risques qui étaient complètement en dehors des réalités, qui nous envoyaient leurs experts, leurs techniciens, ingénieurs, qui nous disaient il faut venir sur le port d'Anvers pour éviter les manquants en destination, il faut bâcher tous les véhicules. Donc après, on regarde, c'est d'accord, c'est qui met la bâche, c'est qui paye la bâche, et c'est qui explique à l'armateur, aux clients, les coûts consécutifs. Donc il y a ces réalités-là. Aujourd'hui, oui, la prévention, elle va investir. On demande à nos… C'est un investissement. Aujourd'hui, le courtier est stratégique. Ce métier ne se fait pas sans courtier. Je voyais dans les questions qui passaient, est-ce qu'on doit externaliser le risque management parce qu'on a des risques management qui ne sont pas spécialisés en assurance. Le courtier, c'est une branche qui travaille avec nous, à nos côtés, qui est surtout les courtiers panafricains aujourd'hui sont présents et c'est ce qu'on recherche. Ils nous aident dans la cartographie de nos risques, ils nous aident à aller voir tel DG qui n'a pas payé sa prime, ils nous aident dans la remontée des primes pour nos programmes pour qu'on soit réassuré convenablement. Et ils nous aident dans la prévention. Aujourd'hui, c'est rarement l'assureur qui vient directement. Il y en a qui le font et j'entends Serge. On aura l'occasion, je pense, d'échanger parce qu'aujourd'hui, Activa est présent dans certains de nos programmes et assureurs. Donc, on pourra échanger sur des difficultés qu'on a. Mais c'est le courtier qui vient, qui amène l'assureur, qui va nous regarder justement pour le stockage de coton. On en fait beaucoup au Togo. On a eu, comme tout le monde, des stocks énormes de coton parce que ça ne se vendait pas, parce que c'était bloqué. On a augmenté nos capacités, donc on appelle tout de suite et on augmente le plein. Donc, la prévention, ça a un coût. Cette prévention-là, c'est un investissement pour l'assureur. Et aujourd'hui, l'assureur a tendance à, dans ces polices qu'on a avec le volet, le voit comme une prestation. Et aujourd'hui, risque manager, client que nous sommes, on le voit comme une garantie d'équilibre de ces polices gagnant-gagnant. On a un rapport SP, l'assureur il doit gagner, on doit aussi maîtriser le coût de nos polices et de nos risques. Et je pense que c'est un investissement qui se voudra réciproque. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est important pour nous. Et en dernier, l'investissement se fait en interne. Aujourd'hui, on a des services QHSE qui ont toute leur place, qui sont un organe à part entière du volet risque management dans les sociétés. On est en plus dans des process de prévention, mais aussi de gestion des sinistres, de rapports circonstanciés, de maîtrise.
On a des indices qui nous permettent de suivre aujourd'hui, je sais pas, j'ai 4 expéditions de reefers consécutifs, j'ai eu 4 pannes, j'ai eu 4 mains. Donc, la prévention, elle se fait en amont, elle se fait de manière concomitante et elle se fait à la fin dans la constitution, avec tous les acteurs ensemble réunis, aussi bien l'assurance et le réassureur qui va investir avec nous dans ce volet prévention, le courtier qu'on oppresse, qui nous suit, qui nous subit à travers la formation de ses équipes, la proximité, et le client qui investit à travers ses équipes. Donc aujourd'hui, quand on nous dit est-ce que vous êtes prêt à investir? Oui, mais on est prêt à investir ensemble. Marc, est-ce que vous me permettez juste deux petits commentaires en rebondissement de ce qui vient d'être dit? La possibilité des programmes panafricains. En fait, il faut voir cela en termes d'avenir sur le continent africain. Il est fort probable, il est fort et même possible aujourd'hui, c'est pour cela que nous, au niveau du réseau Globus, on parle de la globalisation, par le fait d'avoir un hub et la possibilité d'avoir des programmes, notamment sur la zone CIMA, parce que la réglementation est la même. Donc, il est possible sur des pays comme cela d'avoir un programme d'assurance qui puisse accompagner un même client sur l'ensemble des pays dans la zone CIMA. Après, maintenant, je vais dire à périmètre constant, hein, après, maintenant, au-delà de cette zone-là, notamment, je parle de ce qui concerne le Maghreb, c'est également possible d'avoir des micro-programmes comme cela par petite zone. Donc, ça c'est possible, c'est quelque chose qui est possible et on y pense et c'est ce que nous faisons par le biais du hub du réseau Globus. Dernier commentaire concernant la crise sanitaire, puisque beaucoup, en fait, je ne sais pas quelle compréhension ils ont eu de la thématique que nous abordons aujourd'hui. Certains s'attendaient à avoir notamment des réponses. Est-ce que le Covid, enfin, est-ce que les pertes d'exploitation consécutives au Covid sont couvertes ou pas en ce qui concerne l'Afrique? En fait, ce n'est pas tant le propos aujourd'hui. La réponse à cette question-là va dépendre en fait au cas par cas, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'ensemble des marchés mondiaux. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas, l'Afrique ne va pas avoir une approche totalement différenciée de ce qui se fait dans le reste du monde. Je pense que ça peut répondre à cette question-là, puisque je vois qu'il y a plusieurs questions dans ce sens-là. Oui. Marc, est-ce que je peux dire un tout oui, petit mot? Il faut lire les questions. Il y a effectivement des questions qui sont posées. On a encore quantité de participants. C'est bien. Il faut qu'on boucle cette table ronde. Donc, si vous pouvez axer vos interventions avec les questions qui sont posées, c'est bien. Là, Serge vient de répondre à une question. Ce qui est clair pour répondre de façon globale aux questions, c'est que ce webinaire forcément donne envie de continuer. Donc, on a envie d'approfondir et on voit bien que parmi les questions posées, il y en a certains disent c'est un peu court, on aimerait davantage. C'était notre idée. Aujourd'hui, c'est la présentation globale du renouvellement des marchés. Ça pose des questions. Ces questions, on a l'intention de les traiter en faisant de nouveaux webinaires. Donc maintenant, je vous laisse rapidement. Et puis, Gilbert va conclure. On est dans le délai. Merci à tous d'avoir été présents pour les participants. Les autres, ils sont ravis d'être là. Est-ce que je peux dire juste Étienne. Un tout petit mot très rapide sur les programmes internationaux, sous les 2 angles que j'ai évoqués en entrée. Est-ce qu'il s'agit d'un grand groupe qui est un grand groupe étranger à l'Afrique et qui a un programme intégré, comme tu l'as connu, Marc, pendant très longtemps, avec une dimension africaine? Là, je pense qu'il y a un vrai danger. Et ce n'est pas simplement en Afrique, c'est d'une façon générale, aujourd'hui, des conditions économiques qui font qu'on a de plus en plus de sous-zones, et ça peut conduire à ce que dit Serge, c'est-à-dire à avoir en fait des programmes internationaux par zone, si je puis dire. Mais c'est la négation des programmes centraux. Est-ce que ça comporte et que les grands groupes ont quand ils ont des compagnies captives, où ils veulent précisément en fait avoir une remontée mondiale pour pouvoir gérer à l'échelon mondial. Donc là, il y a un enjeu qui me paraît important. Et pour être court par rapport à l'Afrique, je pense vraiment qu'il y aura des programmes internationaux en Afrique de plus en plus. Il y en a peu encore aujourd'hui. Et que précisément, si on veut les voir se développer pour vous, les entreprises, vous avez intérêt à ce que le panier soit le plus large possible pour faire des mutualisations groupes les plus larges possibles. Et à terme, ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les questions des franchises, les questions qui sont les questions des rétentions, les questions effectivement du coup aussi pour vous de l'auto-assurance, pour garder une assurance pertinente dans la protection de votre bilan. Et je suis convaincu qu'en Afrique, il y a une place pour les compagnies captives aussi et qu'elles viendront. Mais il faut qu'il y ait encore une fois une base assez large pour le faire. Parfait. Écoutez, je pense qu'on répond pas mal à la question qui a été posée. Je laisserai Gilbert
clôturer ce webinaire. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les participants qui sont nombreux, qui sont restés nombreux. On voit bien qu'il y a des questions. Nos sujets, c'est prévention, sécurité, prévention, expertise, c'est un sujet qu'il faut développer parce que c'est ça qui soutient la présentation des programmes. Donc Gilbert, je te laisse clôturer ce webinaire. Ah ben alors si tu arrives à parler, malheureusement. Oui, j'avais coupé mon micro. Voilà. Merci Marc. En fait, en écoutant ce webinaire, on l'avait préparé. Finalement, je dirais que je suis relativement optimiste, bizarrement, parce que malgré le contexte, voilà, ce contexte international qui est difficile, voire sombre, où on voit bien que tout le monde se débat dans des difficultés majeures. Que ce soit les entreprises, mais aussi les assureurs. Étienne a expliqué que voilà, quoi qu'on en dise, les assureurs avaient connu beaucoup de pertes également à cause de la situation au Covid. Les entreprises, n'en parlons pas, Lydia l'a expliqué, Serge aussi. Donc finalement, vraiment, on est dans un contexte très, très, très difficile pour tous. Et malgré cela, moi, je relève deux mots-clés là, qui m'apparaissent dans cette discussion. C'est prévention. Ça, on le connaissait, et investissement. Alors, prévention, c'est sûr que c'est le mot quand même, je ne vais pas dire le mot magique, mais c'est un mot-clé qui permet d'améliorer des situations, que ce soit pour l'assureur, évidemment le courtier qui est entre les deux. C'est le mot-clé aussi du risk manager, c'est évident. Moi, lorsque j'étais risk manager de mon entreprise, Étienne en est témoin, j'ai beaucoup bataillé pour faire en sorte qu'on investisse beaucoup dans la prévention, de manière à ensuite être encore plus fort, je dirais, pour pouvoir négocier de bonnes conditions auprès de l'assureur. Donc, la prévention doit être développée au maximum et les assureurs en face doivent répondre à cet effort d'investissement. Et ça, c'est le mot aussi clé, investissement, parce que finalement, ça demande un investissement effectivement pour l'entreprise, parce que c'est un coût, la prévention, il ne faut pas le croire, c'est un coût. Il faut améliorer les conditions de stockage, améliorer les conditions de pare-feu, etc. Mais c'est aussi un investissement, et je note ce mot investissement aussi par rapport à ce que disait Serge pour les assureurs, parce que finalement, quelque part, la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que si les programmes internationaux risquent de s'affaiblir, pour ne pas dire disparaître en Afrique, on s'aperçoit qu'il y a quand même une réalité d'un marché panafricain qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire aussi que pour qu'il soit efficace, les entreprises, les compagnies d'assurance africaines doivent investir également de leur côté, investir en capitaux, investir en moyens, investir en expertise. Et donc, je dirais qu'avec la conjonction de ces deux mots, investissement et prévention, on peut se retrouver dans une situation gagnante-gagnante, à la fois pour les assureurs panafricains et pour les assurés, les entreprises assurées qui travaillent dans cette Afrique que nous aimons tant. Voilà, c'est le mot de conclusion que je ferai. Je crois que comme je m'associe à Marc pour vous remercier, pour remercier d'abord nos intervenants pour la qualité de leur intervention et de leur débat. Ils étaient à la hauteur, mais on le savait puisqu'on les connaît très bien, de nos espérances. Je remercie évidemment le nombre de participants qui est resté jusqu'à la fin de ce webinaire, ce qui est remarquable et cela nous fait très plaisir. Je regrette effectivement qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions, mais comme on vous l'a dit sur le chat, on les enregistre et on y répondra, on répondra à toutes par la suite. Je rappelle que ce webinaire était enregistré, donc vous trouverez prochainement le lien pour le revoir. Voilà, nous étions à plus de 70 personnes connectées pendant toute la durée de ce webinaire. Je pense, comme l'a dit Marc, qu'il y aura forcément une suite compte tenu de l'importance du débat et de la vivacité de ce débat. Merci à tous, à bientôt, je l'espère,
et bon appétit. Merci. 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 Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.